Bonsoir et bienvenue pour la deuxième partie de notre saga entamée l'année dernière. Si vous vous souvenez, ou pour ceux qui étaient là, l'an passé, on avait découvert le bâtiment de la yeshiva, on l'avait visité. Cette année, on va se pencher sur les acteurs principaux de la yeshiva, les élèves, vos enfants pour la plupart d'entre vous. On va découvrir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils étudient, comment ils prennent cet enseignement au quotidien, du matin au soir. On est parti! Je m'appelle Moshe Zeno, j'ai fait l'Alia en août 2016, j'étais à l'école Maïmonide Rambam, j'ai eu mon bac là-bas, je suis arrivé en Israël pour faire une première année d'Yeshiva. Je m'appelle Jonas, j'ai 20 ans, ça fait aujourd'hui Baruch Hashem 2 ans et demi que je suis en Israël. Moi c'est Lavi et mon frère Tzvi, on est arrivé ça fait un peu plus de 6 mois en Israël à Yeshiva du Rav. Je viens de Paris, j'étais dans un lycée laïque qui s'appelait Louis-le-Grand, puis je suis arrivé en Israël, j'ai passé mes psychométries. J'ai appris la langue et j'ai commencé le Ternion. J'ai fait mon baccalauréat en France. Après l'école, je cherchais une yeshiva. Je me suis dit bon, ça durera un mois et après je vais repartir. Et ça dure 5 ans et je suis pas encore reparti. Nos élèves viennent donc chacun d'un cadre différent, d'une école différente et évidemment d'une famille différente. Et pourtant ils se retrouvent tous ici maintenant, dans le même Beth Midrash, autour des mêmes livres et avec les mêmes rabbanim pour étudier. On leur a demandé quelle est l'essence de cet enseignement et comment ils perçoivent sa particularité. Écoutons-les, c'est très intéressant. On m'a parlé du programme de la Yeshiva du Rav Zini, qui est un programme au final assez complet puisqu'on a la Torah dans laquelle on étudie de façon intensive, mais à côté on étudie aussi les psychométriques pour entrer dans les universités, dans les écoles. Et les psychométriques, et l'Ulpan, et en même temps étudier la Torah, c'était le but de tout le programme. Les premiers shiurim avec le Rav Zini, j'ai été très surpris mais très bien. Il est là et il essaie de nous transmettre un enseignement qui est très épuré. De chacun ouvre son livre dans un coin. À la limite, ils vont étudier à plusieurs en Chavruta et de temps en temps, il y aura un cours. Ici, on reçoit un enseignement qui est de l'ordre d'une tradition orale, qui est véhiculée depuis de génération en génération et qui nous éclaire les yeux sur la Torah de manière tout à fait inédite. En arrivant à la yeshiva, j'ai redécouvert c'est quoi le sionisme et j'ai redécouvert c'est quoi l'étude. Et quand je suis arrivé en Israël, je me suis rendu compte que le sionisme qui était passif, quand on arrive ici, il devient actif. J'avais étudié beaucoup de philosophie et les questions que je posais à la plupart des personnes que j'ai rencontrées étaient en décalage avec les réponses qu'ils me donnaient. Et le Rav Zini nous a fait un jour un cours sur un philosophe, presque sans parler de Torah, sauf à certains endroits, mais c'était très intéressant de voir que ce que le Rav Zini comprenait mieux les philosophes que j'avais lus que moi. En revanche, moi je connaissais pas ce qu'il savait en Torah. Alors bien sûr, on a toujours appris à étudier la Gemara, l'étudier en profondeur avec Rashi, avec les Tosafot. Mais ici, en fait, on découvre déjà une panoplie de Chachamim qu'on ne connaissait pas avant. On nous apprend un équilibre de vie. On adapte toujours à ce qui se passe dans la vie, tout ce qui est en rapport avec chaque personne. Il y a un point essentiel auquel les rabbanim mettent beaucoup d'intérêt. C'est sur le fait d'éduquer les bachurim, donc les jeunes étudiants qui viennent de France, à comprendre et connaître quelle est la véritable mashmaout, quelle est la véritable signification de l'identité du juif. Par cet enseignement-là, aujourd'hui, je sais pourquoi je fais Shabbat, je sais pourquoi je mets les téfilines, parce que tout cela, avant, je le faisais également à Paris. Et je le faisais de façon traditionnelle. Donc l'enseignement que j'ai reçu ici, c'est un bagage que je vais prendre avec moi pour toute ma vie. Et le fait justement de rentrer avec la yeshiva, ça te permet de garder ce bagage-là et de pouvoir même t'élever dans l'armée et continuer à progresser dans l'armée. Les gens qui viennent de yeshiva à l'armée, malgré tout, même si c'est difficile, même si on est loin de nos familles qui sont en France, on a toujours gardé ce sourire-là et on a toujours pu les amener vers le haut comme nous a enseigné à la yeshiva. Et à l'armée, je pense que sans abuser, 2500 fois on a été confronté à des problèmes de halakha. Et le fait que la yeshiva nous a toujours appris à jamais dévier de la halakha. Alors dans chaque cas, on essayait au maximum de ramener des réponses à nos problèmes en faisant chaque chose qu'on pouvait, justement pour jamais détourner de la halakha. On apprend tellement rien qu'avec le contact avec les rabbanim, chaque rave nous apprend une manière différente d'appréhender les choses. C'est qu'on sort quand même plus altruiste de cette yeshiva qu'on est rentré, propre à donner de soi pour le peuple juif ou pour chaque juif qu'on va rencontrer ici, en Israël, plus tourné vers les autres. On se débarrasse un peu plus de tout ce qui est, toutes les choses futiles, de tout ce qui est pas important en réalité, qu'on pensait être important, et on se focalise beaucoup plus sur ce qui est essentiel. Toute la Torah qu'on nous transmet ici, elle est construite sur ça, sur cette base-là, cette base de vouloir donner pour améliorer
pour s'améliorer. Et chacun, là où il veut aller, on lui apprend à prendre le bon chemin pour y arriver. Et on était des jeunes arrivant en Israël et le Rav a apporté énormément. Il nous a rentré des valeurs qu'on avait un petit peu mais qu'on a réussi à cultiver, à renforcer. Parce que mon fils est au Technion, est aussi un élève du Rav et c'est un immense honneur d'être aujourd'hui pour lui rendre honneur pour son magnifique travail d'éducation dans la tradition juive, dans le respect des valeurs, dans l'amour d'Eretz Israël, de tout Eretz Israël, tout en étant avec une force énorme, sans rien, jamais céder sur l'essentiel. Ça, c'est le Rav Zini. Israël, on est en train tous, le peuple d'Israël, de retourner sur notre terre. Au Hachem, on a pu déjà transmettre certaines choses à ces gens qui sont loin de la Torah, ces gens qui sont loin de leur religion. Le but justement de notre yeshiva, c'est quoi? C'est de venir chercher des élèves dans un monde qui a priori est un monde assez matériel, qui est assez loin du spirituel. Alors comme je le dis tous les jours à mes parents au téléphone, je les remercie énormément de m'avoir laissé choisir. Et au final, tout ça, ça se passe dans une ambiance qui est très saine, dans une ambiance qui est très joyeuse, dans une ambiance où tous les jours, Baruch Hashem, on a des smachot dans la yeshiva et les bachurim, ils essayent de tout faire pour se joindre dans les smachot. La différence entre avant la yeshiva et après la yeshiva, c'est qu'on sort plus intelligent, plus proche de Dieu, plus altruiste et avec des bases beaucoup plus solides pour commencer sa vie en Israël. Israël pour nous, c'est ça. C'est de voir les jeunes enfants qui jouent au parc tranquillement avec leur maman. C'est de voir les constructions qui se développent à n'en plus finir. C'est de voir le pays qui n'arrête pas de se développer, que ce soit dans le monde de la construction, du high-tech, de l'agriculture et tous les autres domaines de la vie. Mais pour y arriver, il nous faut des gens qui sont profondément attachés à la Torah, profondément attachés à toute la tradition du judaïsme. Et c'est ça qu'on essaye de faire à la yeshiva. C'est ça qu'on essaye d'inculquer aux jeunes, de leur montrer ce chemin-là, qu'ils soient capables, dans chaque étape de leur vie, de toujours joindre les deux mondes, le spirituel et le matériel, car les deux vont ensemble. Il faut le spirituel pour construire le matériel et vice-versa. Quand vous aidez la yeshiva, ne pensez pas au fait que vous aidez uniquement la yeshiva. C'est tout le pays d'Israël, c'est la construction d'Eretz Israël. Et Be'ezrat Hashem, si je puis me permettre, j'espère que l'année prochaine, on pourra organiser la même soirée avec le 3e volet en terre d'Israël avec vous tous qui aurez fait la Aliyah. Chers amis, bonsoir. Je vous souhaite d'abord tous les meilleurs souhaits que l'on peut prononcer ici à partir de la terre d'Israël. Cette terre qui est pour nous un centre spirituel avant toute autre chose et qui est évidemment un centre vers lequel nous nous retrouvons maintenant. Je voudrais d'abord vous remercier tous pour votre fidélité. En premier, je voudrais remercier M. le rabbin Kassabi et M. Ejnes pour leur hospitalité et leur fidélité. Évidemment, mon cher cousin, le Rav Shlomo, qui est toujours là à nos côtés pour soutenir cette entreprise qui relève de tout l'avenir spirituel de notre peuple. Je voudrais aussi remercier particulièrement notre cher ami, le député, M. Meir Habib, qui marque sa fidélité par sa présence parmi nous et qui se bat pour défendre justement les droits du peuple juif, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et nous souhaitons qu'Akadosh Baruch Hu lui donne les forces de continuer ce combat nécessaire à tout le monde. Nous avons l'habitude, déjà depuis un certain nombre d'années, de se rencontrer quelque temps et peu de temps avant Pessah. Donc permettez-moi de vous dire quelques mots sur cette fête qui nous concerne tellement. Si on examine de près tout l'enseignement concernant Pessah, il n'existe pas la moindre prière du peuple juif, la moindre circonstance dans notre vie spirituelle où la sortie d'Égypte n'épouse pas une position fondamentale
est primordial. On mange, au Birkat Amazon, on rappelle la sortie d'Égypte. On mange même ne serait-ce qu'un petit morceau de gâteau. On rappelle la sortie d'Égypte. Et évidemment, dans toutes nos prières, elles sont là. Que ce soit le Kriyat Shema, Ga'al Israël, etc. Il ne s'agit pas ici d'une délivrance ordinaire. Je vous ai peut-être cité un jour un article qu'a écrit un grand philosophe juif que vous devez sûrement connaître, Monsieur Elul Ken, qui disait la chose suivante: la liberté n'est pas une affaire de constitution ou de démocratie. C'est combien plus profond c'est l'être même tout entier dans sa relation avec Dieu. Et c'est ça notre liberté à nous. Sortir d'Égypte, c'est être libre au sens profond du peuple juif. Et comment définir cette liberté? Le Rav Kook avait une définition très très particulière. C'est pas évident qu'elle serait acceptée par les philosophes, mais en tous les cas par les philosophes juifs indéniablement. Contrairement à toute personne qui considère la liberté comme la possibilité de décider n'importe quoi, de procéder à n'importe quel acte, le Rav Kook nous disait la liberté, ce n'est pas du tout ça. La véritable liberté pour un juif, c'est la possibilité, la capacité d'exprimer son identité la plus profonde. Mais l'identité du juif la plus profonde relève de cette neshama qui le lie à Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, être libre pour un juif, c'est être capable d'exprimer cette richesse profonde qui relève de la neshama juive et qui est tout entière basée sur un rapport particulier avec Akadosh Baruch Hu. Le Rav Kook avait toujours l'habitude de dire que le peuple juif est né sur la base de deux notions: croyance et vérité. C'est les qualités de Abraham Avinu. Nous avons vécu il y a 3500 ans la naissance de cette liberté en affrontant cette culture fantastique d'Égypte. Mais nous vivons peut-être maintenant quelque chose qui transcende encore tout cela, ou si vous voulez, qui mène tout ça à un paroxysme, qui est bien exprimé dans le Talmud, dans Masechet Brachot, Bedaf Yud Bet Amud Bet. Le Talmud nous rapporte la chose suivante. Je traduirai tout de suite afin que toute personne qui serait peut-être un peu moins habituée à lire le Talmud puisse suivre. Nos Chachamim nous enseignent que Ben Zoma avait dit aux Chachamim: est-ce qu'on rappelle la sortie d'Égypte à la fin des temps, à l'époque messianique? Et l'époque messianique, c'est celle que nous vivons. Il est inutile de le préciser. Alors que le prophète Jérémie, au chapitre 27, nous dit la chose suivante: viendront des jours où on ne dira plus qu'est vivant le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, mais qu'est vivant le Dieu qui nous a ramenés de tous les exils. Nous vivons cette époque-là. Effectivement, c'est clair que ce que nous vivons, sur un certain plan, transcende la sortie d'Égypte. Pourquoi à l'époque nous sommes sortis? Nous étions tous ensemble en Égypte, dans un même endroit et pas trop loin d'Israël. Il a fallu sortir de là-bas, arriver ici. Mais c'est un peuple réuni déjà dans une seule localité. Alors que maintenant, après 2000 ans, nous provenons de tous les pays du monde, avec des cultures complètement différentes, si ce n'est antithétiques, et nous nous retrouvons ici chez nous, reconstituant tout ce peuple-là, et sa nationalité, son avenir, sa défense, sa spiritualité et son essence. C'est très très loin d'être trivial. Et ceci découle justement de notre compréhension véritable de cette identité juive. Elle a été bien définie, à mon avis, par Lévinas dans un article qu'il avait rédigé dans les années 60, dont vous me permettrez de citer quelques lignes. Identité radicale et indéchirable, adhérence antérieure à toute allégeance. Elle ne se dit pas cependant en termes incontrôlables de quelque insondable sentiment où le sujet vibrerait. Elle demeure au contraire étrangère à toute introspection,
à toute complaisance pour soi, l'envers d'une attention tournée vers l'extérieur et l'éternel d'une attention exclusive monothéiste, toute oreille et toute obéissance, celle d'une sentinelle qui n'attend pas de relève, comme l'écrivait au début du siècle dernier Rabbi Chaim Volozhin, disciple préféré du Gaon de Vilna dans Nefesh Chaim. Le juif est comptable et responsable de tout l'édifice de la création. Quelque chose engage l'homme encore plus que le salut de son âme. L'acte, la parole, la pensée du juif ont le redoutable privilège de détruire ou de restaurer des mondes. L'identité juive n'est donc pas une douce présence de soi à soi, mais la patience, la fatigue, l'engourdissement d'une responsabilité, une nuque raide qui supporte l'univers. C'est notre identité. Eh bien, nous pouvons vous féliciter tous par votre présence ici, messieurs les rabbins et toute l'assemblée, et tous nos amis fidèles, pour votre patience, pour votre fatigue, pour votre engourdissement de cette responsabilité vis-à-vis de la yeshiva, vis-à-vis de nos programmes, par le biais desquels nous essayons de construire et de forger cette nouvelle génération, vos enfants, les enfants d'autres familles juives, afin qu'ils puissent poser les jalons d'un nouveau Israël, basé sur quelque chose qui relève tout entier du sacré, même lorsqu'il s'occupe du profane. C'est ça la grandeur peut-être de la conception de yeshiva telle que nous la concevons. Autrement dit, un endroit où on forge une spiritualité avec laquelle, ou par le biais de laquelle on puisera toutes les forces nécessaires à répondre à toutes les exigences de notre existence à l'heure actuelle maintenant. Que ça soit dans le domaine religieux, dans le domaine scientifique, dans le domaine militaire, dans le domaine économique, dans le domaine médical, dans tous les domaines. Lorsque ceci provient justement du plus profond de l'âme juive, de cette foi, de ce lien particulier avec Akadosh Baruch Hu, même lorsque nous abordons, et surtout lorsque nous abordons ce monde-ci avec toutes ses exigences, les résultats dépassent toutes les espérances et même tous les rêves. En nous soutenant, vous soutenez et vous permettez la réalisation de tous ces rêves millénaires et nous vous remercions du plus profond de notre cœur pour votre fidélité, pour votre générosité et pour votre soutien et nous vous souhaitons en contrepartie de notre part que toutes les bénédictions vous accompagnent à vous, à vos familles, à vos communautés, messieurs les rabbins, et comme ça tout le peuple juif en profitera, Bezat Hashem, grâce à vous.